Janvier 2015, les attentats. On a un appel, je m'en souviendrai toujours, de la responsable de ce programme qui nous appelle et qui nous dit « Est-ce que vous voulez toujours ?» On ouvre les portes pour la France. Nous, on était la deuxième famille française à rejoindre un kibbutz dans ce programme-là. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est nous. Faire son alia loin des sentiers battus, partir à l'aventure, s'immerger dans le milieu israélien sans famille française aux alentours. C'est exactement le choix qu'a fait la famille de Julie. Donc si vous aimez cette histoire, restez avec nous, c'est maintenant. Julie, bonjour. Bonjour Cathy. Alors je vais essayer de prononcer votre nom de famille, je ne sais pas si je vais y arriver. Diezetski. Pourtant, on a fait un entraînement diésethnique. Diésethnique, voilà. Bon, je suis désolée, mais en hébreu, c'est plus facile. Dissatnik, voilà, c'est mieux comme ça. En tout cas, merci d'être venu et merci de nous raconter cette histoire qu'on devine d'avance passionnante. Vous avez fait le choix du kibbutz, voilà, de vous immerger au kibbutz, alors que ce programme n'était pas forcément réservé aux familles françaises. Alors, comment vous avez fait déjà pour réussir ce tour de force ? Alors c'est un programme qui s'appelle Beit Rishon Bamoledet. Ça faisait depuis un petit moment à l'époque, donc c'était dans les années 2010, quelque chose comme ça, qui nous intéressait. Et on ne trouvait rien à l'agence juive française, personne ne le connaissait. C'est un programme qui était réservé exclusivement aux Russes et aux communautés juives en détresse de diaspora. Voilà, en détresse. Donc pas pour vous, pas pour les Français. Et aussi la communauté d'Amérique du Nord. Bon, voilà, c'était vraiment les communautés ciblées. Nous, la France, pas du tout. L'agence juive française, ce programme, Beit Rishon Bamoledet, on ne sait pas. Et puis, en 2014, quand le projet d'Alia commence vraiment à se concrétiser, on a fait du forcing. On a contacté en fait le Misrad HaKlita et tous les interlocuteurs de ce programme en Israël, en leur expliquant un peu... De France, vous étiez en France. Exactement, en leur expliquant notre profil. Alors bien entendu, ils parlent que hébreu et russe, et nous, on parlait que anglais et français. Donc tout s'est fait en anglais. On a dû batailler, en leur expliquant pourquoi on voulait faire ce programme-là. Ils nous prenaient un peu pour des extraterrestres. Et puis, janvier 2015... un événement, je pense, marqué dans la mémoire collective de toute la communauté française, juive, les attentats. On a un appel, je m'en souviendrai toujours, fin janvier, de la responsable de ce programme, qui nous appelle et qui nous dit « Est-ce que vous êtes toujours intéressé par ce programme-là ? Parce que c'est bon, on ouvre les portes pour la France. La France est éligible maintenant à Beit Rishon Bamoledet. » On a dit oui, bien sûr. Donc ils ont compris que la France, en tout cas la communauté juive de France, risquait d'être en détresse. Et ils ont ouvert les portes de ce programme et c'était une chance pour vous. Alors justement, je vais vous poser la même question que votre interlocutrice. Pourquoi choisir un kibbutz alors que vous auriez pu aller n'importe où, comme tous les juifs de France en général, c'est très rare qu'ils veulent rejoindre le kibbutz. Alors, nous, on était la deuxième famille française à rejoindre un kibbutz dans ce programme-là. Après, je sais qu'il y a eu 3 ou 4 autres familles. D'ailleurs, comme on a beaucoup communiqué sur Facebook sur ce programme-là. Génial. Exactement. Donc, on sait que ça a donné aussi l'envie en tout cas, ceux qui nous ont suivis, on sait qu'il y a eu 3-4 autres familles aussi qui nous ont suivis. Pourquoi le kibbutz ? Parce qu'en fait, on a donc à l'époque 3 enfants, entre 5 et 9 ans. Et on savait que la clé d'intégration passait par eux. C'est ce qu'on vous avait dit. Exactement. Vous n'aviez pas forcément de boulot qui vous attendait. Non, pas vraiment. Pas voilà, vraiment. On pourra en reparler, mais pas vraiment. Mais c'était pour eux. En fait, l'Alia à 35 et 40 ans. Hein. Moi, j'avais 35 ans, mon mari 40 ans. C'était pas pour des motivations financières le kibbutz, parce que certains se disent on est pris en charge, on n'a rien à dépenser. On voulait être dans un univers clos sans entendre parler français. C'était la seule chose. On avait, et je ne renie pas du tout mes origines, mais on avait besoin que nos enfants s'intègrent immédiatement à la communauté israélienne. On savait que le Klita, réellement, c'était la clé de la réussite, la clé d'une bonne alia. C'est tout. Alors, vous avez quand même le droit de choisir l'endroit où vous allez atterrir. C'est pas toujours le cas, mais là, on vous propose plusieurs kibbutzim, évidemment assez loin des centres-villes, et vous en avez trouvé un à côté de Beersheva. Exactement, qui nous convenait aussi bien au niveau, entre guillemets, religieux, qui n'est pas un kibbutz religieux, mais qui est un kibbutz kasher, avec un cheder ochel kasher, donc ça, c'était juste fondamental, parce que c'est pas non plus...
on découvre des choses en Israël, c'est pas non plus gagné. Et le kibbutz, entre guillemets, le plus proche du Merkaz, c'est le kibbutz qu'on a choisi, en tout cas qui fait ce programme-là, Machabé Sadeh. Pour porte du Negev. Voilà, exactement, à une demi-heure au sud de Beersheva. Et encore aujourd'hui, c'est pour nous, c'est un nom magique. C'est notre alia, tout simplement, à Machabé. Alors, voilà. Vous y êtes resté 9 mois que vous décrivez comme idyllique. Idyllique, exactement. C'est déjà, on a vu nos enfants s'épanouir. On a vu surtout notre aînée, pour qui on craignait beaucoup, qui était une petite fille timide, pas forcément bien dans ses baskets, qui avait du mal, un peu déracinée, qui avait du mal à comprendre et à adhérer, même si c'était pour eux qu'on faisait notre alia, parce que clairement, notre âge, c'est vraiment pour nos enfants qu'on a fait notre alia. On l'a vu s'épanouir. Comme je le dis souvent, c'est une petite fleur qui est née en fait dans le Negev, dans le désert. C'est notre plus belle réussite. Et aujourd'hui, elle a 15 ans. La semaine dernière, elle a reçu une Théouda. Elle est en fait à l'école de Tel Aviv, des cadets de l'armée de l'air à Tel Aviv, donc de l'armée de l'air. Et elle a été 5e sur 600, de la 3e à la terminale. C'est énorme. Exact. Une gamine qui est arrivée en Israël il y a 5 ans. Voilà. C'est un programme particulier. Hein. C'est qui n'est pas adressé forcément, qui n'est pas adressé aux Olim spécialement. Hein, c'est pour tout le monde. Mais effectivement, sa réussite pour nous symbolise réellement le fait qu'on a pu avoir une alia totalement intégrée. Extraordinaire, extraordinaire. Bravo pour elle. On la félicite franchement. Donc elle est arrivée, elle avait 9 ans, toute petite, et avec d'autres frères et sœurs, 5 et 7 ans. Exact. Ils sont devenus quoi, eux ? Alors la deuxième, on va dire, elle s'est complètement intégrée, mais on va dire qu'on avait moins de crainte pour elle parce que c'était dans son tempérament. D'accord. Donc elle, mais vraiment totalement bien dans ses baskets, immédiatement intégrée. On a des amis qui sont venus nous voir au kibbutz 3-4 mois après notre arrivée, qui l'entendaient, donc on parlait français, qui l'ont entendu parler français. Elle avait déjà un accent israélien. En tant qu'israélien en parlant français. Et ça, c'est très important parce que c'est des choses qu'on ne voit plus vraiment dans l'alia de ces 10 dernières années, parce que les gens viennent rejoindre de la famille, se mettre dans des centres où il y a des francophones, ils se retrouvent à l'école où il y a beaucoup de francophones aussi avec eux, parce que c'est un choix. On veut une alia où existentiellement parlant, on se sent bien parce qu'on est entouré, mais d'un autre côté, le prix à payer, c'est que la langue s'acquiert beaucoup plus lentement. Ça s'acquiert quand même, mais c'est pas du tout l'intégration TGV, quoi. On est arrivé en novembre 2015. Je pense que 2 mois plus tard, elles étaient quasiment bilingues. Voilà. C'est extraordinaire. Bon, bravo. Donc, alors, le troisième, on va en parler un petit peu plus tard. Lui, ça a été un petit peu plus compliqué, malgré que ce soit le petit. Alors, qu'est-ce que vous faisiez dans ce kibbutz ? Vous avez travaillé, vous, au kibbutz, ou pas ? Alors, moi, non. Alors, si, j'ai travaillé le premier mois parce qu'on est obligé. C'est simple, c'est-à-dire qu'on met la main à la pâte, voilà, c'est des règles. Voilà. C'est pas le kibbutz tel qu'on peut se l'imaginer à la création de l'État d'Israël, parce que c'est forcément, il y a eu des kibbutz qui ont été semi-privatisés, où il y a un côté individualiste qui a été un peu plus, on va dire, créé. Mais il faut travailler. Donc moi, j'ai travaillé dans les Tsoharon. Donc en fait, c'est le système de garde pour les enfants l'après-midi. Donc le matin, il m'avait trouvé tant bien que mal un ulpan à Beersheva, parce qu'en fait, j'avais pas un niveau Aleph. Et dans le kibbutz, c'était que des Aleph. Je parlais déjà un peu hébreu. Donc il fallait aller à Beersheva. Donc je prenais le bus, j'allais à Beersheva. J'avais intégré un groupe Massa de petits jeunes de 20 ans russes. Donc j'ai même appris le russe là-bas. Et puis je revenais, je travaillais au Tsoharon. Et lui, mon mari, donc était au niveau Kita Aleph de l'Ulpan au kibbutz. Et il a trouvé sa vocation ici grâce au kibbutz. Exactement, c'est ça qui est quand même génial. Il l'a trouvé grâce au kibbutz, voilà. Et en fait, moi... il faisait de la maintenance, c'est ça ? Exact. Alors, en France ou ici ? Les deux, en fait. Les deux, mon capitaine. Alors, en France, il était dans la maintenance informatique. Et quand il arrivait en Israël, étant donné que son diplôme était obsolète, il a fallu repartir, l'école, l'université et tout ça. Il y a 40 ans, c'est pas possible. En tout cas, c'était pas son choix. L'expérience au kibbutz lui a ouvert une petite porte qu'il avait cachée au fond, et c'était qu'il rattachait à son père, puisque son père en France était maître d'œuvre. Donc, dans les chantiers, poser du carrelage, casser de murs et tout ça. C'est complètement défaire au kibbutz. Exactement. Donc, du coup,
ben, c'est ce qu'il a fait. Il est Chiboutnik. Aujourd'hui encore. Exactement. Il est aujourd'hui. Donc, il est dans la maintenance, mais cette fois dans la maintenance des appartements. Et il fait tout, effectivement, de A à Z. Un vrai travail nickel. Et je pense que tous ses clients sont plutôt satisfaits. Voilà, ils le recommandent régulièrement. Donc voilà, arrive au kibbutz pour s'intégrer. Finalement, il y en a un des deux qui trouve sa voie. Exact. Alors vous, c'était quand même une histoire incroyable avec l'Alia, parce que vous avez rêvé de venir vivre en Israël depuis que vous êtes toute petite. Depuis que j'ai 15 ans, dans les mouvements de jeunesse. Après le bac, vous avez envie de partir. En 2004, vous avez failli vous marier et venir vivre en Israël. Ça s'est pas fait non plus. En 2012, vous devez venir. Et puis alors là, vous avez un gros coup de flip. Exact. Et vous aviez tout fait quoi pour venir en 2012. On avait vendu la maison, vendu la voiture, on regardait tout pour où habiter en Israël. Et c'est vous qui avez poussé et c'est vous qui avez arrêté. Voilà, exact. C'est moi qui étais vraiment le moteur sioniste, puisque mon mari ne l'était pas du tout. Il savait avant qu'on allait se marier que ça finirait comme ça. Exactement, il le savait. Voilà, c'était sûr et certain. C'était la menace. Voilà. Non, rigole, on s'était donné l'échéance en 2010. Voilà. Donc 2012. J'ai envie de dire, on est dans le bon timing quand même. Voilà. Et c'est moi, à la dernière minute, mais vraiment dernière minute, je retourne en arrière. Mais c'est dingue. Ça faisait Vous avez eu peur. Depuis vous avez 1995. Eu peur de quoi? De ne pas gagner votre vie, de ne pas vous en sortir. Irrationnel. J'avais tous mes amis qui étaient ici en Israël. Tous mes amis. Et irrationnel. Vos parents? Oui, et mes parents, effectivement, depuis 2011, qui étaient, voilà, exactement. Et vous, malgré tout, alors vous avez tout arrêté, vous avez accepté une promotion. Exactement. Vous travailliez, on vous appelait Madame Thermomix, puisque vous étiez à la tête d'une équipe de commerciaux, voilà, pour vendre cette fameuse machine à tout faire dans la cuisine. Mais c'est grâce à lui que j'ai fait mon alia, finalement. C'est ça qu'on va raconter, évidemment, finalement. C'est votre travail qui vous a contraint et forcé, ramené en Israël. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé. Donc, en fait, voilà. Donc, comme vous l'avez dit, j'étais responsable d'une équipe de commerciaux en France et mes parents font leur alia en 2011 et j'offre à ma mère pour son alia un Thermomix. Voilà, en disant voilà, quitte à partir, part avec au moins bien équipé. Donc parce que je savais pas que ça existait en Israël tout simplement. 6 mois plus tard, Pessah 2012 arrive. Moi, donc vous veniez de renoncer à votre alia. On vient quand même pour passer les vacances chez mes parents. Et ma mère, j'arrive, les valises, les enfants, un peu dépitée toujours finalement d'avoir renoncé à ce rêve-là. Mais bon, voilà, donc un peu amère. Et qui me dit, Julie, j'ai complètement oublié, c'est Pessah. T'as pas un bol Thermomix dans ta valise? Je lui dis, écoute, maman, t'es bien gentille, mais non. Voilà. Donc, vive la technologie, Google, je tape Thermomix Israël et je trouve un endroit perdu au sud de Tel Aviv, Beit Panorama. Vous y allez? J'y vais. Ouais. J'y vais. Injoignable, le téléphone, ça répond pas, j'y vais. J'arrive, mais vraiment un endroit, mais glauque. Je vais là-bas. Je rentre, j'ouvre la porte d'un studio, comme Studio Kalita, la même chose, un petit studio, mais un studio de cuisine cette fois. Un endroit, mais enchanté, dans un panorama, face à la prison. Magnifique. Exactement, sublime. C'est souvent comme ça en Israël. Je parle pas hébreu, je parle anglais. Donc j'essaye avec l'accueil, et là, il y a quelqu'un qui sort et qui me dit... Toi, tu as un accent français. Je lui dis, ah, mince, en français. Je lui dis, bah mince, alors, moi qui pensais passer inaperçu. Je lui dis, oui. Il me dit, mais t'es qui, toi? Donc, vous l'avez pas reconnu. Je le connaissais pas, moi, ce monsieur-là, en question. Il était connu. Exact. Il avait fait plein d'émissions télévisées ici en Israël. Yair Feinberg, un chef, et qui parle français, et qui est multilingue, qui parle espagnol, entre autres, qui parle... Donc, il vous fait un accueil... chaleureux, et qui me dit, viens boire un café. À l'israélienne, mais vraiment israélienne. Moi, j'étais là, je voulais acheter un bol pour Pessah. J'étais dans le rush. La fête allait commencer. Je vais prendre un café. Il me dit, mais t'es qui, toi? D'où tu connais Thermomix? Je lui explique. Et le bout de cet entretien, c'est, écoute, Julie... Ce café, parce que c'était pas vraiment un entretien. Ah non, mais cet entretien, ça c'est des limites un entretien, c'est devenu un entretien. C'est devenu un entretien d'embauche. Limite, je devais présenter mon CV dans la minute. Il me dit, écoute, Julie, tes parents vivent ici. Tu les aimes, tes parents? Je lui dis, bah oui, tu m'as expliqué que tu devais faire ton alia et que finalement tu viens pas. Alors tu sais quoi? Oublie, viens. Je te donne un travail. T'as du travail. Je lui dis, Yair, je viens d'accepter une promotion. C'est ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'était un chef cuisinier, mais c'était aussi le directeur de Thermomix Israël. Exactement, en fait, de Fine Cook, qui est la société qui distribue Thermomix en Israël. Il était trop content de tomber sur vous parce qu'il rêvait de développer son équipe de commerciaux. Exactement, voilà. exactement. Bon, et là, je lui dis, je suis désolée, je ne peux pas. Et alors là, à l'israélienne, je pense qu'il n'y a pas un mois où il ne m'envoyait pas un message à partir de cette rencontre-là, donc en avril 2012. Julie, quand est-ce que tu viens? Julie, vous étiez rentrée en France depuis longtemps, mais il ne vous a pas lâché. Voilà, ça a duré combien de temps?
Jusqu'à ce que j'arrive, et même quand je suis arrivée en novembre 2015, alors juste anecdote quand même, donc je savais du coup, et je l'ai prévenu que j'arrivais en novembre 2015, et le jour où on atterrit en Israël, on apprend, on arrive, on allume les portables, on a notre Théoudat Zéhout, et on apprend qu'il y a eu un attentat dans le parking de l'endroit où j'allais travailler. Qu'est-ce que ça fait, ça, comme sensation ? Un choc, un vrai choc. On se remet en question ? On se dit que... Moi, je suis sioniste, mais pas du tout. Mais pas du tout. Pour moi, je me dis, c'est bien là où je dois venir. C'est bien, c'était le moment. C'était le moment. Ça veut dire que... Et il faut savoir que nous, on avait quitté la France une semaine avant. Il y avait eu l'attentat du Bataclan. Donc, on était dans ce... On baignait de toute manière dans cet univers de terrorisme islamique et tout ça. Donc, forcément, on arrive. Et c'est là on se dit, c'était le bon moment. C'est fou. On aurait pu se dire, allez, on se carapate, on rentre en France. Mais pas du tout. En France, il y avait eu le Bataclan. On arrive, il y a un attentat, mais il y aurait pu avoir un attentat, mais partout, à Jérusalem, à Ashkelon, à Ashdod, à Netanya, partout. Il y a un attentat, l'endroit où j'allais travailler. Incroyable. Et donc, effectivement, il n'a pas menti. Il vous a embauché. Exactement. J'ai jamais signé aucun contrat en 3 ans. C'est-à-dire que depuis 2012 jusqu'à ce que j'arrive, effectivement. Donc, la parole a suffi. Exactement. Il vous a donné un bon salaire. Vous avez travaillé en bonne intelligence. C'était super. Confiance. En revanche, très éprouvant. Très éprouvant, puisque donc, on était dans le Negev. Et je faisais les allers-retours avec ce fameux Beit Panorama, cet endroit très glauque. C'était dur. Voilà, j'étais surtout sur le terrain. Comme il fallait que je forme des équipes avec des commerciaux, c'était quand les gens ne travaillaient pas. Donc le soir, vous je travaillais à Haïfa. Des Israéliens ou des francophones ? Des Israéliens ? Au départ, des francophones, c'était le deal. Ouais. Sauf que pour le coup, il a été... comme il voulait absolument que je m'intègre, il m'a dit, écoute Julie, tu sais quoi ? Tu vas aussi te mettre avec les Israéliens. Donc la première démonstration en hébreu que j'ai faite, je pense que ça a été ma plus belle réussite en Israël, puisque j'ai fait une démonstration Thermomix en hébreu. C'était mes... Vous l'aviez préparé longtemps à l'avant, j'imagine. Oui, je l'ai enregistré, réenregistré mes filles, donc qui ont dû l'apprendre par cœur forcément, qui parlaient, qui me corrigeaient, non, dis ce mot-là, non. Mais c'est une victoire personnelle. Réellement, ma plus belle réussite, ça a été ça. Le premier atelier de cuisine devant 15 Israéliens en hébreu, totalement. Pareil, les recrutements, les ventes qui explosent, tout ça, ça a été réellement la confirmation que c'était le bon choix, au bon moment. C'était la place, c'était là qu'il fallait que vous soyez. Bon, alors malheureusement, le Covid est passé par là, la maison mère a changé un petit peu sa façon de fonctionner et du coup, votre poste a été supprimé. Exact. Donc vous êtes retrouvé pendant le corona au chômage. Exact. Voilà. Bon, alors en même temps, c'est un mal pour un bien parce que quand on est maman de 4 enfants maintenant. Oui, puisque j'ai un petit Sabra qui est arrivé. Voilà. Donc j'imagine que c'était une chance d'être à la maison parce que vous avez aussi appris que c'était très compliqué d'être parent en Israël. Oui, ça... alors, on a été très entourés par nos amis, puisqu'on avait la chance, moi j'avais la chance au niveau du Bnei Akiva et des EI, d'avoir tous mes amis qui avaient fait leur alia et avec des enfants qui avaient plus ou moins le même âge. Donc on savait que c'était pas évident, mais eux, quasiment la plupart de leurs enfants étaient nés en Israël. Donc on va dire que c'était pas les mêmes problématiques qu'on pouvait avoir quand les enfants naissent en Israël ou quand effectivement on a des enfants d'Olim Hadashim. Ouais, c'est pas pareil. Et effectivement, alors nous on a vu déjà la problématique avec notre Sabra d'être 2 parents actifs avec les horaires de garde, aucun système de garde pour des petits jusqu'à 3 ans à partir de 15h45, s'il vous plaît, et aucun système de garde pour de 3 ans jusqu'à 10-12 ans à partir de 13-14 heures. Ouais, c'est difficile. Ça, pour nous, c'est inconcevable. Il faut s'adapter, il n'y a pas le choix. Voilà, exactement. Il faut trouver des solutions, donc pas facile. Donc pour vous, c'était quand même une chance d'être à la maison. Exact, parce que quand mon petit Sabra est né, on l'appelle bébé Ikea, puisque c'est un petit blond aux yeux bleus, et j'ai repris le travail immédiatement. Donc je me suis rendu compte dès le début des problématiques que je pouvais avoir. Alors j'ai la chance d'avoir ma maman qui m'a beaucoup aidée aussi là-dessus, au niveau de la logistique. Ça, pour le coup, c'est une aide, mais inestimable. On a trouvé une nounou, on alternait. En tout cas, c'est la jonglerie, on va dire. Vraiment, on jongle. Ah oui, complètement. Et du coup, quand le Covid est arrivé, finalement, ça m'a permis de plus me poser de questions. De rester à la maison. De plus me poser de questions, voilà. Sans culpabiliser. Exact. Voilà. Et surtout de m'occuper de mon 3e.
Ok, Voilà. alors justement, le troisième, on en parle, parce que vous avez tous dû quitter le kibbutz en raison de la distance pour le travail, c'était très compliqué, et vous avez choisi comme ville d'intégration Bat Yam. Alors pourquoi Bat Yam ? Alors, il fallait La qu'on soit... réputation sulfureuse, Bat Yam, quand même. Ah oui, alors je ne vous dis pas les commentaires de mes amis quand je leur ai dit que j'allais à Bat Yam. Ils m'ont dit, mais t'es folle. Mais t'es folle. Et puis, nous, on s'est un peu entêtés. Alors, c'est simple. C'était une ville, non, il faut préciser qu'on l'a dit souvent sur cette antenne, mais c'était une ville où la délinquance, le taux de délinquance est un des plus importants d'Israël. Voilà. Alors, nous, on ne le savait pas. Nous, on cherchait une ville au plus proche de mon lieu de travail. Donc Tel Aviv, autant et accessible financièrement. Exactement. Tel Aviv avec 3 enfants, encore à l'époque avec 3 enfants, c'est juste mais impossible, inaccessible. Bat Yam, à 2 pas du sud de Tel Aviv, le Beit Panorama, le fameux bâtiment en question, c'était l'idéal. Et en fait, nous, cette fameuse réputation sulfureuse, on ne la connaissait pas. Alors, vous l'avez expérimenté par contre à vos dépens, parce que votre petit qui était scolarisé à Bat Yam a beaucoup souffert justement de la violence. Il a été un petit peu harcelé. Oui, exactement, un petit peu beaucoup. Alors ça, c'est triste quand même. Parce que... voilà, on s'en est pas rendu compte parce que déjà donc on se retrouve. Il avait fait le Gan Chova, donc la dernière année de maternelle au kibbutz dans un cocon, un vrai cocon, parce que en fait le kibbutz, c'est ce qui nous a permis en fait d'être la soupape d'éviter de se prendre de plein fouet tous les problèmes d'intégration. C'était la soupape. Ça a permis en fait finalement tous les problèmes d'intégration qu'une famille peut rencontrer au début. Vous les avez eus en décalé. En décalé, mais avec l'expérience, avec la langue, avec tout. Donc du coup, ça a été beaucoup plus facile à gérer. On était beaucoup mieux armés. Et donc on se retrouve arrivé à Bat Yam avec notre fils qui a fini donc le GAN. On le met, mais de manière évidente au CP, quitte à Aleph, tout simplement. On ne savait pas que pour les enfants qui sont nés en fin d'année, on peut les laisser encore une année pour qu'ils maturent. Voilà. Ça, on ne le savait pas, personne ne nous l'avait dit. Alors pour lui, ça a été très difficile. Un enfer. Ouais. Un enfer. Et c'est dur quand même quand on fait l'ALIA, qu'on se dit... Et on ne s'en rend pas compte immédiatement, en fait. C'est ça le problème. On se rend pas... Parce qu'on est pris dans une spirale où on travaille, mon mari et moi, où on court. On court. Ouais. Alors, ce qui est fou dans votre histoire, c'est que vous avez, en tout cas, grâce à vos enfants, vous avez connu le meilleur avec votre fille et un peu le pire avec lui. Et on a vu les psychologues, déni de l'école, déni du directeur, mais non, c'est rien. Changer d'école, en fait. C'est ça. Et en fait, jusqu'à ce qu'on voit des traces, des bleus. Ah mon Dieu. Et là, à ce moment-là, on change d'école et on l'a changé d'école. Heureusement qu'on a changé d'école, mais malheureusement au début du Covid. Et donc, du coup, tout ce qui est vie sociale israélienne, lui, il l'a pas vraiment... Ce qu'il a intégré, c'était ses 3 premières années d'école, où c'était de la violence et du harcèlement. Et une fois qu'on l'a enfin sorti de cette école en question, on le met dans une école et là, on lui dit, non, excuse-moi, mais tu vas être devant un ordinateur et Zoom. Ouais, ça a été dur, ça aussi. Ça a été un vrai choc. Un vrai choc. Et en fait, on a été accompagnés, quitte à ce qu'il soit devant un ordinateur, on nous a proposé, par Qualita d'ailleurs, des cours de bénévoles. Donc ça veut dire que vous avez un bénévole de Qualita qui est venu à domicile pour l'aider, par Zoom, ou par Zoom aussi? Par Zoom, exactement. Pour lui remonter le niveau. Exactement, pour l'aider, mais parce qu'il avait besoin de ça. Ça lui a fait du bien? Exactement, ça lui a fait du bien. Voilà. Et on a fait aussi, on lui a proposé de prendre des cours de code. Alors, pas des cours de code pour les petits, du vrai code. Alors, moi, je ne suis pas du tout informaticienne, c'est plutôt mon mari. C'est plus, Java et tout ça. Ça l'a aidé. Et là, il s'est métamorphosé. En fait, comme il s'est retrouvé quitte à être devant un ordinateur pour Zoom, il a compris ce que c'était un site internet, le langage qu'il y avait derrière. Ouais, c'est génial. Voilà. Et là, ça va mieux. Exactement, grâce à Dieu, un enfant qui remonte la pente, parce que forcément, vu les problématiques niveau scolaire, mais il avait aucune envie, et c'est normal, aucune envie d'avancer, aucune envie d'avoir cette langue. Ça vous a pas fâché avec la société israélienne. Certains auraient pu jeter l'éponge, mais vous aviez peut-être l'exemple de votre fille à côté. Exact. Ça vous a... J'essaye dans la vie au quotidien, tout de même, de ne pas mettre d'étiquette, parce que je ne donnerai pas le nom de cette école, je ne dirai pas dans quel mouvement elle appartient, mais je ne mets pas d'étiquette. Ça aurait pu arriver dans n'importe quelle autre école. C'est arrivé dans cette école-là. C'est arrivé pour mon fils. Peut-être que mes filles étaient dans la même école côté filles. C'est une école garçon. Là, il n'y avait pas de problème. Exactement. Donc j'ai pas envie de dire c'est la faute à pas de chance, mais je pense que oui, c'est la loterie. Sauf que quand on est au LIM, on sait pas comment réagir. Et on a honte aussi.
On ne sait pas si on doit garder nos références culturelles françaises en se disant, dès qu'il y a un problème, en France, ton enfant se fait insulter. Enfin, votre enfant se fait insulter. On réagit. En Israël, on ne sait pas. On ne connaît pas les limites. On réagit tout de suite. On ne les savait pas. Oui. Et puis, on a un directeur qui nous dit, mais non, ça va, qui minimise. Ouais. Voilà. Bon, grâce à Dieu, c'est une page qui a été tournée. Et comme je vous ai dit, l'avantage du Covid pour nous, de cette fameuse crise, c'est que d'une part, effectivement, j'ai pu m'occuper de mon petit... En fait, j'ai pris du temps pour m'occuper de mes 2 derniers. Et ça, c'était Et là, pour le coup, ça a été la chose positive. Alors, après toute cette histoire que vous nous avez racontée, quand même assez géniale, qu'est-ce que vous gardez et qu'est-ce que vous conseilleriez à d'autres, à ceux qui ont envie de venir en Israël, avec des enfants comme vous? Alors, l'expérience du kibbutz, je la recommande à tout le monde, mais elle n'est pas valable pour tout le monde. Voilà, soyons honnêtes, c'est pas accessible. C'est un environnement qui est quand même très rudimentaire. Une anecdote, pendant les 2 premiers mois, on n'a pas eu d'eau chaude. Donc, nos enfants allaient se doucher à la piscine. Il y avait une piscine dans le kibbutz, ils allaient prendre l'eau. Donc, il n'y a pas eu d'eau chaude. C'est un peu roots, quoi. Voilà. Il faut s'adapter. On est à 5 dans 2 pièces. Il faut avoir des valeurs. Alors, moi, je viens des EI, donc scout. Ça a été. Voilà. Donc forcément, ça aide. Quand on a été scout pendant toute sa jeunesse, finalement, on n'est pas trop dépaysé, mais embarquer son mari de 40 ans, excuse-moi mon cher mari, mais bon voilà, quand même, il faut le préciser, embarquer ces 3 enfants là-dedans qui sont aussi EI et qui continuent aussi d'être EI en Israël, forcément, c'était une grande aventure. Je la recommande. Il faut être prêt effectivement à mettre ces valeurs francophone de côté, mais je la conseille aux personnes qui sont prêtes à faire ça. Je la conseille, c'est une expérience inoubliable, c'est une intégration qui est fabuleuse, et puis surtout, pardonnez-moi, ça permet aussi de commencer à économiser, alors qu'en général, la première année d'Alia, on dépense tous ses sous. Exactement. C'est sûr. Voilà. Bon, alors merci pour ces conseils, Julie. C'était un plaisir de vous avoir. Bravo pour tous les efforts, et j'espère que vous aurez bientôt un projet professionnel pour rebondir et retrouver le marché du travail. C'est tout ce que je vous souhaite. On se reverra peut-être, qui sait. J'espère. Je crois que c'est en route. Vous n'avez pas tout dit, mais bon, on imagine. À bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.